Quelles sont les actions à dividendes intéressantes de ce mois de juillet 2025? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres de notre screener rentier. Donc, on va prendre les cotations principales, donc Primary Security, d'entreprises françaises qui appartiennent aux industries que l'on n'a pas enlevées du coup. Bon, j'enlève tout ce qui est rate, oui, ça envoie du dividende des rates, mais l'immobilier, je suis plutôt à l'écart. On enlève tout ce qui est automobile, équipementier auto et pharma, non, on garde les pharma. On va enlever ce qui finance, mais on va garder banque et assurance parce que ce sont des pourvoyeuses de dividendes intéressants. On va prendre des market cap à 1 000 000 € minimum, comme ça on a des dossiers qui sont liquides, puis sur lesquels l'information est assez intéressante et puis aussi avec une moindre volatilité et un rendement du dividende de 5. On y va tout de suite. Alors, on passe en revue les colonnes, on va pas toutes les prendre en compte dans cette revue. Ce qu'on va regarder, ça va être bon, du coup, le symbole de cotation boursière, évidemment, le nom d'entreprise, l'industrie, la market cap, croissance, on s'en moque un peu. On peut regarder la valorisation, mais c'est pas hyper important. Ce qu'on va regarder, ça va être plutôt, alors l'endettement, ça va être important. On va regarder le rendement du dividende et l'actionnaire, parce que c'est important aussi de prendre en compte les potentielles dilutions ou les rachats d'actions, s'il y en a en plus. Et on va regarder aussi la soutenabilité de ce dividende en termes de payout ratio. Et on va comparer bien les bénéfices nets au free cash flow parce que, je vous rappelle, payout ratio, c'est la proportion de bénéfices versés en dividendes. Mais il faut se rappeler que les free cash flow payent les dividendes, pas les bénéfices nets. Donc il faut bien qu'il y ait une équivalence entre free cash flow et bénéfices nets ou que le free cash flow soit supérieur aux bénéfices nets. On va enlever la colonne de prix qui ne nous donne pas d'informations. Hop. Et on y va tout de suite. Alors je vous propose de passer rapidement les critères pour chaque action. Comme ça, on peut tout les traiter. Il y en a pas mal en fait. On a pris 5% de rendement, ce qui est quand même intéressant à ce niveau, je trouve. Première entreprise de la liste, Total Energy. Pilier, pour moi, incontournable d'un portefeuille à dividendes, même d'un portefeuille value. Mais ici, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, on est sur une boîte qui est pas trop endettée, qui a un payout ratio à 57%, mais des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, on est à 50% à peu près de payout ratio en termes de free cash flow. Donc, c'est soutenable à ce niveau. Le rendement du dividende est à 6,6%, donc c'est très intéressant. Et vous avez des rachats d'actions en plus, 13% de rendement de l'actionnaire. Ces actions, elles sont annulées, donc c'est excellent. 13% de rendement de l'actionnaire, c'est très élevé et vous payez ça pas très cher. VE sur du DA 4, moins de 10 fois les free cash flow. Donc, Total Energy, pour moi, c'est incontournable. Si vous êtes un rentier, vous avez en plus un dividende trimestriel. Donc, c'est très intéressant. AXA. Donc, AXA, on est sur de l'assurance. Attention, bémol, moi je suis à l'écart des financières, des banques et des assurances, parce que c'est compliqué à analyser les bilans des financières. Donc, ceci étant dit, pour AXA, on est sur une boîte qui vous verse un dividende de 5,2% de rendement. Ça, c'est intéressant. Vous avez des rachats d'actions en plus. Est-ce que ces actions sont annulées derrière? Il faut aller vérifier, parce que si c'est uniquement pour les donner aux salariés, bon, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Et vous avez un payout ratio à 60%. Ce qui est un peu financière, on regarde les bénéfices nets plus que les free cash flow. C'est soutenable à ce niveau. Donc le dividende est intéressant, déjà, on est au-dessus de 5%. Est-ce qu'il est soutenable? Oui. Est-ce que vous payez cher? Alors, on n'a pas de marge de sécurité sur AXA. Vous êtes, pour les financières, on veut être un ratio pour bénéfice à moins de 10. Ce n'est pas le cas ici. Et on veut une décote sur actifs tangibles, ce qui n'est pas le cas non plus ici. Donc, vous n'avez pas vraiment de marge de sécurité, mais vous avez un dividende qui est soutenable. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez investir dans les financières. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec BNP Paribas. Donc, on est sur une banque. 100 milliards de dollars de market cap à peu près. Là-dessus, vous allez double décote. Donc, double marge de sécurité, moins de 10 en PE et 20% de décote sur actifs tangibles. Donc, ça, c'est pas mal pour une banque. Rendement du dividende à 6,3%. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Ça vous donne un payout ratio. Ils n'ont pas calculé ici, mais c'est assez facile à voir. On fait 100 milliards de market cap, on verse 6% de dividendes. On est à 6 milliards de payout de dividendes. C'est largement soutenable à ce niveau. On est à 50% de payout ratio. Donc, BNP, ça peut être intéressant. Vous avez un peu de marge de sécurité. C'est une banque too big to fail. Il lui arrivera rien. Sauf que s'il y a des problèmes, évidemment, le dividende sautera. Mais en dehors de ces circonstances, je pense que c'est raisonnable, si on peut s'exposer aux bancaires, d'aller sur BNP Paribas. C'est à peu près le même constat pour Crédit Agricole. On est sur 56 milliards de dollars de market cap, donc c'est une large cap. On a 5,9 en PE, c'est vraiment pas cher. Grosse décote sur le ratio court-bénéfice. 10% de décote sur actifs tangibles, donc là on a nos marges de sécurité, c'est bien. Vous êtes à 7% de dividendes quasiment, donc ça c'est très bien. Pour BNP et Crédit Agricole, c'est pas indiqué ici, mais il faudrait vérifier. Je pense qu'il y a des rachats d'actions en plus et que ces actions soient annulées, donc il faudrait vérifier ça.
On est sur un dividende qui pèse à peu près 4 milliards, hein, quelque chose comme ça, 4 milliards et demi, allez 5 milliards peut-être. Donc c'est soutenable largement, on a 50% de payout ratio. Donc pareil, même topo que BNP, je pense que Crédit Agricole, ça, on peut le mettre aussi en portefeuille si on est d'accord pour investir dans des banques. Ensuite, on est sur Engie. Pour moi, ça, c'est un dossier no go. On n'y va pas parce qu'il y a l'État au capital. En plus, vous regardez, donc 56 milliards de dollars de market cap, c'est c'est large cap. En VE, enfin en termes de multiples, on n'est pas très cher payé, hein, 6,8 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. Mais bon, il y a un peu de dette pour utilities, c'est pas très grave, hein, on peut s'endetter jusqu'à 5 fois. En revanche, 7,5% de rendement du dividende, très bien. 100% de payout ratio avec des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets. Donc, ce niveau de dividende n'est absolument pas soutenable. Quel niveau soutenable? Il faudrait qu'on revienne à 50% de payout ratio. Et là, on tomberait en dessous de notre limite de 5%, hein. Donc, on serait à moins de 4% de rendement du dividende. Donc, NJ, en plus, il y a l'État au capital. Donc, on n'y va pas. Ça, c'est mon avis, évidemment. Faites ce que vous voulez. Ensuite, on a Orange. Donc, le leader français des télécoms, même topo. État au capital, attention danger. 41 milliards de dollars de market cap. On a ça se paye pas cher, hein. 5,5 fois la VE sur EBITDA, c'est pas du tout cher. On est un peu endetté, mais on peut aller jusqu'à 5 fois pour une télécom, donc il n'y a pas de problème. On est à 5,8% de rendement du dividende. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. Payout ratio à 89%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On est plus vers 65-70%, donc c'est gérable à ce niveau. Le dividende est soutenable. Maintenant, état au capital, investissement fatal, ça c'est ma devise, donc on évite. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on est sur Pernod Ricard. Donc ça, c'est une action que j'avais en portefeuille. C'est clairement une erreur de sélection de ma part. Je me suis trompé en prenant cette action. Donc le leader français des spiritueux, 26 milliards de dollars de market cap. Ça se paye encore cher en fait. Donc on est en pleine décroissance. Il y a toute l'industrie en train de licencier et de vendre des actifs. 12 en VE sur EBITDA, ça reste cher, hein. Ça reste cher. On a en plus une dette qui est élevée, 2,8 fois le EBITDA en dette nette. Ça, c'est trop élevé. Donc, ils sont en train de céder des actifs pour se désendetter. Tout ça pour avoir un rendement du dividende à 5,3% et un payout ratio à 110%. Donc, conclusion, c'est pas soutenable. Le dividende, il va être coupé en deux. Donc, on tombera sur du 2%, 2,5% de rendement du dividende. Donc, Pernod Ricard, on n'y va pas pour le dividende. Ensuite, Bouygues. Donc là, on est sur un conglomérat. Donc, il y a Bouygues Télécom, il y a aussi la partie BTP. Secteur qui normalement est assez pourvoyeur de dividendes, 17 milliards de dollars de market cap, ça se paye pas cher, hein. 6 fois en VE sur EBITDA, 4 fois en price to free cash flow, donc c'est pas du tout cher. On a beaucoup de dettes, en revanche 3,5 fois les EBITDA en dette nette. Ça, c'est parce qu'il y a l'activité de télécom à l'intérieur. Mais oui, c'est pas seulement des télécoms, il y a aussi l'activité BTP qui est un peu plus cyclique. Donc 3,5, on va dire que ça passe encore, puisque voilà, il y a les télécoms, la partie télécom qui peut être endettée. À la limite, ok. 5% de rendement du dividende, c'est ce qu'on demandait, c'est correct. On est sur 68% de payout ratio, mais vous avez des free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets, donc c'est tout à fait soutenable. Pour moi, oui, ça se regarde parce que ça se paye pas cher et que vous avez un dividende quand même intéressant. Le point à surveiller, c'est l'endettement. Faut regarder la trajectoire de la dette, sinon, pourquoi pas. Ensuite, on est sur Carrefour, donc le leader français de la grande distribution. 10 milliards de dollars de market cap. Vous êtes sur une boîte qui se paye 6 fois la VE sur EBITDA, 4 fois les free cash flow, et c'est pas indiqué ici, mais elle se paye à 10% des ventes. Donc entre 10 et 15% des ventes. Donc c'est le plus bas jamais atteint en termes de valorisation pour Carrefour. Le marché est très 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 pessimiste sur cette boîte. Trop pessimiste. Je m'interroge. On est à 7,5 en rendement du dividende. Donc ça c'est bien. 13,3 en rendement actionnaire. Donc ils rachetaient des actions sur les 12 derniers mois pour les annuler. Ils ont annoncé que sur 2025, ils arrêtaient les rachats d'actions à cause de la taxe exceptionnelle. Donc, ça sera plutôt du dividende supplémentaire. 7,5%, c'est très bien. On est sur un payout ratio à 83%, mais les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc, ce dividende est soutenable. Carrefour, pour moi, je pense que c'est une très bonne option value et une option intéressante pour un rentier. Ça se paye tellement pas cher que même si c'est volatile, le cours, je ne pense pas qu'il ira beaucoup plus bas que le niveau actuel, sauf évidemment profit warning, baisse des bénéfices, etc. À bénéfice constant, il n'y a pas de raison que le cours de l'action continue à baisser. Ce n'est que mon avis personnel, je peux me tromper évidemment, mais je pense que Carrefour, ça peut être intéressant à ce niveau. Ensuite, on est sur Sodexo, donc ils sont en pleine recovery, ça se passe bien. On est sur 9 milliards de dollars de market cap. En multiple, ça commence à se payer un peu cher, hein. Ça se paye 9 fois la VE sur EBITDA, 13 fois les ratios court-bénéfice, c'est la même chose pour les ratios free cash flow. Donc ça, c'est un peu cher quand même. Enfin, c'est pas value, c'est raisonnable, on va dire. On est sur 2,4 fois les EBITDA en dette nette. Attention qu'il y a un peu de dette. Est-ce que ça... Après, c'est pas forcément un marché qui est très cyclique, pas un business qui est très cyclique, mais bon, je trouve qu'il y a un peu de dette quand même. Ils sont en train d'améliorer ça, cela dit, hein. Ça s'améliore beaucoup. 5% de rendement du dividende, 16% de rendement actionnaire. Donc ils rachètent des actions comme jamais
je pense qu'ils les annulent, hein, les actions qu'ils rachètent. Et ça, c'était pour aider à la recovery du cours, hein, et ça a bien marché. Du coup, ça a bien marché. Les multiples se redressent. Sodexo est en train de se redresser. Si le cours continue à se redresser bien comme il faut, vraiment le dividende va passer en dessous de 5%. Donc, en plus, on est sur du payout ratio qui est au-delà de 100, qui est presque à 200%. Je pense qu'en fait, ils ont fait ça pour, donc ils ont pioché dans la trésorerie, donc ils ont monté la dette pour verser du dividende et pour aussi un peu soutenir le cours, à mon avis. Donc ce niveau de dividende ne sera pas soutenable. On va retomber à 2%, 2,5%, sauf si les bénéfices remontent et les free cash flow remontent fortement. Ça reste à voir. Je pense que c'est pas un dossier pour un entier, du coup, plutôt un dossier recovery, et je pense que la recovery est déjà bien entamée, donc plutôt à l'écart en réalité. FDJ, on est sur une activité régulée avec l'État au capital. Donc ça, c'est 2 éléments qui me font me tenir absolument à l'écart de ce genre d'entreprise. 7 milliards de dollars de market cap, c'est des paris sportifs, hein, c'est pas les paris sportifs, les jeux d'argent en règle générale. Ça se paye cher en multiple, hein, 12 en VE sur EBITDA, 17 en PE. Bon, ça se paye un peu cher, hein. C'est pas très raisonnable, il y a pas une énorme croissance non plus. Ça, c'est de la croissance externe, hein, c'est pas la croissance organique. Donc voilà, c'est pas ultra qualitatif non plus à mon avis. 2,2 fois l'EBITDA en dette nette, ça c'est justement le reliquat des acquisitions passées. 6,4 en rendement du dividende, mais c'est neutralisé par de la potentielle dilution. Donc il faut aller regarder, est-ce que ces actions qui sont mises en circulation, est-ce qu'elles ont été nouvellement créées, ça veut dire dilution, ou est-ce qu'elles ont été données aux salariés qui les ont vendues, etc. Donc il faut regarder. Payout ratio à 82%, c'est élevé, et ça veut dire que le dividende il sera pas soutenable, en tout cas il va pas augmenter beaucoup plus que ça dans les années à venir. Donc FDJ, moi je n'aime pas ce dossier. Je sais qu'il y a beaucoup des investisseurs particuliers qui aiment ce dossier pour le côté dividende, etc. Moi, ça m'inspire pas grand-chose, hein. État au capital, marché régulé, payout ratio à 80%, bof, bof, bof. Score, on est sur un réassureur. Donc ça, pareil, c'est un marché compliqué, une financière. Donc pour une financière, donc on a 6 milliards de dollars de market cap, on veut 10% de payout ratio maximum. Là, on n'a pas de bénéfice en fait. Donc le payout ratio il est dans l'espace. Pas incroyable en réalité. C'est pas très bien géré ce score, hein, à mon sens, hein. Pas de décote sur actifs tangibles non plus, donc c'est pas incroyable non plus. On a vraiment du dividende à 6,4% avec un payout ratio à 4000%. Donc passez votre chemin sur score. Ensuite, Arkema. Donc là, on est sur une boîte qui est cyclique, hein. Attention, c'est de la chimie. En difficulté en Europe à cause du coût de l'énergie. 5 milliards de dollars de market cap. On est sur un multiple qui est faible en VE sur EBITDA, on est à 6. C'est vraiment pas très cher payé. Mais il a raison, à mon avis, hein, regardez la qualité, 4,3 vraiment les capitaux investis, on n'est pas très rentable, il y a de la dette en plus, 2,2 fois les l'EBITDA en dette nette, dans une boîte cyclique, c'est pas très confortable. On est sur un rendement du dividende à 6%, qui est pas soutenable, hein. 91% de payout ratio, ça va pas durer très longtemps à ce niveau, donc ils vont devoir couper le dividende et ça va retomber à 3%. Donc, Arkema, trop cyclique, la recovery n'est pas encore en route, donc plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Vallourec. Là, c'est une autre histoire. On est vraiment sur une recovery qui a bien marché. Il y a Arcelor au capital. Il y aura une OPA dans les années à venir quand ils pourront l'effectuer, hein. Il y a des contraintes réglementaires qui font que Arcelor ne peut pas encore faire d'OPA. Donc là, on est sur des tubes en acier sans soudure. Ça marche du coup pour c'est un fournisseur des pétrolières en fait. Donc 4 milliards de dollars de market cap. Ça se paye pas cher. 5,2 fois la VE sur EBITDA, donc pas du tout cher. On est sur pas de dette, cash net, donc ça leur permet d'arroser copieusement les actionnaires avec un dividende de 9%. C'est colossal, 9%. Alors, il faut calculer de tête, ça fera quoi, 400 millions, un truc comme ça. Donc attention, c'est pas soutenable par rapport au free cash flow. Je pense que ce niveau de dividende ne sera pas soutenable. Ce qui serait soutenable, ça serait du 5%, ça serait soutenable, hein. Donc Vallourec, pareil, j'aurais du mal à le mettre dans une typologie rentier. Ça sera plutôt une typologie value, hein, ici, puisqu'il y aura c'est volatile quand même, hein. Ça amplifie les variations du cours du pétrole, hein, parce que les pétrolières, elles sont sensibles au cours du pétrole et les parapétrolières encore plus. Donc, plutôt pour un investisseur value plus qu'un rentier. Ensuite, on est sur Verallia. Là, on est sur l'emballage en verre. Principal client, les spiritueux. Donc, les spiritueux, c'est la période complète. Il y a d'autres clients, évidemment. Donc, Verallia résiste bien quand même. Il y a une OPA sur les 28 € par un des fonds qui est bien présent au capital. Pas de retrait de la cote en vue, donc c'est plutôt pour se renforcer. Du coup, ça colle le cours près des 28 €. 4 milliards de dollars de market cap, on est à 6,6 en VE sur EBITDA, donc c'est pas très cher payé. C'est un dossier value, hein, mais en même temps, on est en bas de cycle, donc c'est normal que ça se paye aussi peu cher. 2 fois l'EBITDA en dette nette, il y a un peu de dette, c'est une activité cyclique, donc attention quand même, hein, ils vont devoir piloter ça assez finement. C'est pour ça vraiment du dividende, c'est intéressant, sauf que, regardez le payout ratio, on a 106%, les free cash flow sont légèrement plus élevés que les bénéfices nets, mais pas beaucoup plus.
Donc ce qui est soutenable, c'est 3% pour du VRIA. À nouveau, c'est pas pour un rentier, à mon avis, c'est plutôt pour l'investisseur value. Ensuite, on est sur Ruby. Alors Ruby, société que je détiens en portefeuille, que j'ai étudié en long, en large et en travers sur la chaîne. Donc vous pouvez aller voir les vidéos. Rapidement, l'intérêt de Ruby, c'est que c'est pas très volatile en réalité. Ça, c'est anticorrélé au prix du pétrole. En fait, j'ai envie de dire c'est orthogonal au prix du pétrole. C'est-à-dire que au final, c'est une activité plan-plan, distribution d'énergie, c'est un besoin fondamental. Donc, ils font toujours tranquillement leur croissance légère des bénéfices. Ils montent toujours un petit peu le dividende, mais de moins en moins parce que l'activité photovoltaïque, c'est un gouffre financier et du coup, ça pompe une partie du cash flow opérationnel. Ce qu'on peut dire sur Ruby, c'est que c'est pas très cher. 6,8 fois les 7 en PE sur EBITDA, c'est pas cher. 8 en price to free cash flow, donc voilà, c'est pas cher. Vous avez un peu de dette, mais là-dedans, il faut la retraiter parce qu'il y a de la dette qui est détenue via des SPV pour Photosol. Donc, il y a une partie de la dette qui est sans recours, c'est-à-dire que si un des projets de Photosol fait faillite, hop, il se retourne que contre l'actif du projet, donc ça n'attaque pas la maison mère. Donc en réalité, la dette hors Photosol est à peut-être 1,5 fois l'EBITDA, donc c'est gérable sans problème. Le dividende, 7,3%. Alors, il y a eu des rachats d'actions, mais c'est que pour les plans d'actionnariat salariés. Donc, les actions ne sont pas annulées. Donc, ça ne reloue pas l'actionnaire, malheureusement. On a, sur les deux éléments, les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc, le payout ratio est plutôt à 65-70%. Ce dividende est soutenable. Allez, il est soutenable si tout se passe bien. Normalement, tout se passe bien sur Ruby via activité traditionnelle. Maintenant, si Photosol plante, ça plantera le reste. Mais bon, donc ce dividende est soutenable, il ne va pas augmenter beaucoup plus. On a eu 2% d'augmentation sur 2025, c'est tout. Donc, mais bon, à ce niveau-là, c'est quand même déjà intéressant. Donc Ruby, moi, je pense que ça peut être intéressant pour un rentier. C'est intéressant d'un point de vue value, mais pour un rentier aussi parce que la volatilité est faible. Ensuite, on est sur Coface, donc assurance à l'export. 2,9 milliards de market cap, allez, 3 milliards de market cap, 10,5 en PE. On n'a pas des cotes du ratio court-bénéfice qu'on veut, donc pas de marge de sécurité à ce niveau. 1,3 fois les EBITDA net, pardon, 1,3 fois les actifs tangibles, pas de décote à ce niveau, donc c'est dommage. Pas de marge de sécurité. Alors, vraiment, du dividende à 8,5%, ça c'est copieux. Et on a un payout ratio à 76%. Donc, je trouve que c'est pas mal. Bon, après, vous n'avez pas de marge de sécurité, c'est une assurance, donc je n'investirai jamais là-dedans. Mais pour un entier, si vous pouvez investir dans des assurances, ça peut être intéressant. Attention qu'il y a peut-être un peu de dilution. Là, il y a des actions qui sont mises en circulation, il faut vérifier d'où elles sortent, ces actions. Bon, qu'on fasse, voilà, assurance, c'est dividende uniquement qui peut être intéressant, sans marge de sécurité. Ensuite, on est sur Imerys. Eux, ils sont spécialisés dans les minéraux. 2,8 milliards de dollars de market cap. En VE sur EBITDA, ça se paye pas cher, mais il n'y a pas de bénéfice et il faudrait vérifier s'il y a des free cash flow, mais je serais pas étonné qu'il n'y ait pas de free cash flow. Donc, on est en perte. Sur les Imerys, en général, on évite d'acheter des sociétés en perte, sauf si c'est ponctuel, évidemment. Donc, il faut regarder un peu la trajectoire des bénéfices. Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est structurel qui sont en perte? Et si c'est structurel, on est à l'écart, évidemment. 2,8 fois les EBITDA net, c'est trop pour une activité cyclique. Imerys, c'est cyclique. Voilà, on est en bas de cycle encore, ça va reprendre. On est en fin de bas de cycle, à mon avis. Le cycle est en train de repartir sur les matières premières, l'inflation est en train de revenir, etc. Mais c'est encore trop en été pour, à ce niveau du cycle, je trouve que c'est un peu dangereux. Et en plus, le dividende a été versé à crédit, en tout cas par rapport aux bénéfices nets, il faudrait regarder free cash flow. Donc, dans Imerys, on passe son tour. BIC, donc là, on est plutôt sur, on va dire, commerce de détail, mais c'est consommation. Est-ce que c'est non discrétionnaire? Ouais, on va dire que c'est non discrétionnaire, tout ce qui est, donc du coup, c'est rasoir, les stylos, les briquets, ils sont diversifiés, ils font même des kayaks en plastique, etc. Ils font plein de choses maintenant. Je mettrais ça globalement dans consommation non discrétionnaire. Donc ça, c'est plutôt défensif, plutôt résilient. 2,5 milliards de dollars de market cap, donc une mid-cap, une grosse mid-cap. On est décoté quand même sur BIC, 5,4 fois la VE sur EBITDA, 9 en price to free cash flow. C'est pas si cher que ça. Bon, après, il n'y a pas de croissance évidemment sur ce dossier, mais bon, c'est pas ce qu'on demande pour une action en entier, forcément. Pas de dette, voilà, ça c'est rassurant. Il n'y a pas de dette du tout sur BIC, ils sont cash net, donc ils vont pouvoir rendre du dividende aux actionnaires. 6% de rendement du dividende, très bien. 10% de rendement de l'actionnaire. Donc ils font des rachats d'actions. Je pense qu'ils annulent les actions, vu la valorisation, ça a tout à fait son sens. Payout ratio à 84% avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc là, on est quand même au ras la gorge de ce qui peut se faire pour le dividende, ce qui est quand même déjà bien. Que le dividende, à mon avis, il est soutenable vu les free cash flow, mais il ne va pas augmenter beaucoup plus que ça. Bon, BIC, je pense que c'est une limite. Bon, comme ils sont cash net, ça va. Mais c'est un peu volatile aussi. Peut-être que pour un rentier, ça sera trop volatile. Moi, je pense que ça serait plutôt un dossier value, un petit dossier value classique. Alors, ESSO,
J'ai pas suivi les derniers les rebondissements parce que Esso, donc c'était une filiale d'ExxonMobil, ils en ont marre de se faire embêter par les minoritaires, donc ils vendent à des Canadiens. J'ai pas tous les tenants et aboutissants du dossier. Maintenant, c'est une situation spéciale, donc creusez plus ce dossier de votre côté. Moi, je pense que c'est du coup pas opportun pour c'est pas opportun pour investir maintenant, puisque le dossier va bientôt se dénouer. Ensuite, on est sur TF1. Donc TF1, dans les médias, notre marché hyper mature, hein, média classique, 2 milliards de dollars de market cap, ça se paye vraiment pas cher. En VE sur EBITDA, on est à 4. Bon, rendement du dividende 7%, colossal. On est sur du cash net en plus au bilan, donc très bien, ils ont de quoi arroser les actionnaires avec du dividende. On a des rachats d'actions en plus, je pense pas qu'elles sont annulées ces actions, hein. Ça va être distribué aux salariés. Payout ratio à 61%. Attention que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. On est à mon avis à 70%, tout à fait soutenable. Donc TF1, ça à mon avis c'est intéressant pour un entier. Dans une optique value, je pense pas, hein, parce qu'il n'y aura pas de. Regardez la croissance, il n'y a pas de croissance. Je ne vois pas une expansion des multiples, mais c'est pas grave, ça vous permet d'avoir un dividende. Voilà, vous faites vos 7% annuels, tranquillement, vous prenez votre dividende et vous en faites ce que vous voulez, hein. Donc si vous êtes un rentier, c'est plutôt pour consommer, mais ça peut être investi. Donc voilà, très bien, hein, TF1, c'est un très bon dossier rentier, à mon avis. Ensuite, on est sur M6, donc à peu près la même typologie, dans les médias traditionnels, 2 milliards de dollars de market cap, des croissances en rythme annualisé sur 5 ans, attention, les multiples sont bas également, il n'y a pas de croissance, on a 6,2 en VO sur EBITDA, cash net également, donc ça c'est très bien, hein, c'est ce qu'on veut sur ces dossiers où il n'y a plus de croissance, hein, il n'y a pas de raison d'être embêté, hein, si on fait plus de croissance, on rend le cash aux actionnaires, et rendre le cash aux actionnaires, ça veut aussi dire rembourser la dette, hein, puisque les créanciers ont droit à une part des bénéfices pour être remboursés évidemment, donc s'il n'y a plus de créanciers, eh bien, il y a plus d'argent pour les actionnaires, très bien. 10% rendement du dividende, quasiment. Énorme. 9% rendement de l'actionnaire, il y a peut-être un peu de dilution. Attention que le payout ratio est à 93%. Donc, bon, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Ça nous donne du 85%. Donc, ce dividende-là, il n'est pas soutenable à ce niveau, à mon avis. On va retomber peut-être à du 7%. Mais qui crache sur 7%, c'est très bien, 7%. Donc, voilà. M6, je pense que ça peut le faire aussi dans un portefeuille rentier. Électricité de Strasbourg. Alors, là, on est sur une utilities. Donc, normalement, c'est pas volatile. 1 milliard de dollars de market cap. Multiple pas cher, hein, 3,4 en VE sur EBITDA. On est sur du cash net, très bien, c'est ce qu'on veut pour une boîte entière. On va dire 8% vraiment du dividende, très bien. Il y a un peu de dilution, attention, alors potentiel, hein, la dilution. Il faut vérifier si les actions sont nouvellement créées. Et on est sur un payout ratio de 41%. Alors, électricité de Strasbourg, j'ai un follower X, enfin Twitter, qui m'a indiqué qui m'a demandé, mais en fait, est-ce que électricité de Strasbourg, c'est intéressant vu qu'il y a l'État au capital? Ah, ça, je ne savais pas. Alors, via EDF, on a l'État au capital. Donc, moi, j'investis pas là-dedans. Même si je suis rentier, je me méfie beaucoup. Donc, voilà. Le dividende peut être intéressant. Si l'État au capital n'est pas un frein pour vous, pourquoi pas l'électricité de Strasbourg? Morel et Prom, on l'a en portefeuille, on l'a sur la chaîne, je vous renvoie vers les vidéos. On est sur un secteur qui est très cyclique, on est sur une junior pétrolière qui opère dans des zones géographiques compliquées, hein. Donc on opère en Afrique, on opère au Venezuela, etc. Donc ça, c'est pas du tout pour un rentier, c'est un investissement 100% value, hein. Regardez-moi ça, 2,5 fois la VE sur EBITDA, 5 en PE, 9 en price to free cash flow. Il est faux ce calcul ici, hein, sur Coifin. En price to free cash flow de mémoire, on est à 3 ou on est à 4 sur Morel et Prom. Donc ça se paye pas cher. Il y avait même une décote sur actifs tangibles il y a quelques mois, il y a quelques semestres. Donc intéressant. Si c'est mis en moment du dividende, ouais, il y a peut-être un peu de dilution, mais pas grand-chose. Payout ratio à 28%. Free cash flow 2 fois moins élevé que les bénéfices nets d'après les calculs de Coifin. Je crois pas que ça soit ça, hein, en réalité. Donc le dividende est soutenable, mais c'est pas une action pour un rentier. C'est une action value, à mon sens. C'est trop volatile pour un rentier qui, du coup, s'il suit un peu son portefeuille, va paniquer face à la volatilité du titre. Bon, ben voilà, hein, vous avez de quoi faire, hein, cette liste, hein. Qu'est-ce qu'on garde? Allez, si on se fait un portefeuille top 5, allez, Total Energy, incontournable. Vous pouvez prendre une bancaire. Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre BNP. Ensuite, on veut un autre secteur. On peut prendre Bouygues, ça c'est intéressant. Bouygues, hein, je pense, ça se paye pas cher. Il y a un bon dividende qui est sécurisé. Ensuite, tac, 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 ce qui n'est pas volatile, on prend Ruby. Voilà, ça c'est bien Ruby, c'est pas trop volatile. Le seul bémol, hein, ça va être l'activité photosol qui est en train de cracher un petit peu. Mais comme il y a maintenant Molis au conseil de surveillance, plus Bolloré en soutien, ça va soutenir le cours. Donc, à mon avis, il y a peu de risques sur Ruby, c'est peu volatile. Votre dividende, il sera au rendez-vous sans problème. Et on peut finir avec TF1, tranquille, activité ultra pépère. Ça génère du dividende, ça génère du cash, sans trop de risques. Donc, ça peut être bien. Voilà, vous avez votre top 5. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!